Donc, Laurent Picotto, qui est responsable de la santé au travail, ne sera pas avec nous cet après-midi parce que, pareil, il a d'autres impératifs. Donc, ce webinaire va être animé par Stéphane Lelon du Puy-de-Dôme, moi-même, donc, qui suis chargé de mission sur la santé au travail pour l'URI Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Boucher, qui est à la technique et qui nous a aidé à concevoir ce webinaire. Vous aurez la possibilité de poser un certain nombre de questions tout au long de ce webinaire. On va essayer de gérer également le chat pour ceux qui souhaitent l'utiliser. On a la possibilité, enfin, j'ai lancé l'enregistrement, donc il y aura la possibilité de vous communiquer l'enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez le revoir ou éventuellement l'utiliser dans vos sections respectives. Voilà. Côté intervention, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire une présentation en plusieurs parties. Donc, je vais faire une petite introduction pour resituer un peu le contexte de ce webinaire. Ensuite, vous aurez la possibilité d'intervenir si vous avez une ou deux questions à ce sujet-là. Je laisserai la parole ensuite à Stéphane Lelon qui nous présentera son expérience et ce qu'ils ont construit sur son territoire en termes de maintien dans l'emploi et de cellules de maintien dans l'emploi. Vous aurez à nouveau l'occasion de faire quelques interventions si vous le souhaitez. Et puis, on s'est engagé avec Pascal, Stéphane, à répondre sous forme d'une foire aux questions ultérieurement à ceux qui auraient posé des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre aujourd'hui, faute de temps ou faute d'avoir la réponse immédiate. On s'engage à faire une petite foire aux questions-réponses qui sera envoyée à tous les participants qui seront inscrits et qui auront participé à ce webinaire aujourd'hui. Voilà. Donc, rapidement, ce webinaire, il fait partie d'une série qu'on vous propose au niveau de l'URI CFDT Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre à la fois du contexte sanitaire qui ne nous permet pas de faire des formations en présentiel, mais aussi pour compléter les futures formations qu'on fera en présentiel en 2021, on l'espère bien tous. Parce qu'en fait, c'est une autre façon de proposer de la formation et de la sensibilisation sur des thématiques diverses. Aujourd'hui, on est sur la thématique du handicap et du maintien dans l'emploi, mais ça peut être tout à fait d'autres thématiques. D'ailleurs, on le fait dans d'autres contextes sur la mise en place des différentes PCA, PSE, etc. actuellement, avec un volet plus juridique. Donc voilà, c'est aussi un nouvel outil qu'on est en train de découvrir ensemble suite à ce contexte sanitaire et qui nous permet de compléter un peu notre panel d'offres en termes d'outils de sensibilisation. Donc, on a déjà fait un premier webinaire sur la RQTH et le maintien, une introduction au maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, on complète le maintien dans l'emploi avec la présentation des cellules de maintien dans l'emploi. Le prochain webinaire aura lieu en janvier sur les accidents du travail et on va essayer d'en faire un tous les 2 mois, voire plus si possible. Ça dépendra de notre disponibilité et puis aussi de la participation à ces webinaires. Le dernier, on était, je disais, une 50aine d'inscrits, une 30aine de participants. Aujourd'hui, on est un petit peu moins. Il faudra qu'on fasse un peu plus de communication pour garder la fréquentation optimale sur ces webinaires. Je vous ai affiché là très rapidement l'équipe de référents santé-travail et TH de la CFDT au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez qu'on a une dizaine de personnes en tout qui travaillent sur ce domaine-là, qui sont référents dans chaque territoire, que ce soit le Rhône, l'Ain, la Savoie, l'Isère, enfin tous les territoires de l'Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, pour ceux qui ne le savent pas encore, on fonctionne en réseau avec chaque UD ou UTI dispose d'un référent ou deux qui ont en charge la sensibilisation, l'animation de formation, l'information des équipes concernant les thématiques du handicap et de la santé au travail. Donc ce webinaire, qui est le deuxième de la série et qui ne sera pas le dernier, a été créé en partie en concertation avec cette équipe-là. Et notre rôle, il est de diffuser un maximum d'informations sur l'ensemble des territoires, au plus près des équipes CFDT, au plus près des entreprises. C'est la raison pour laquelle on s'est réparti en réseau, un réseau territorial sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous avez et vous aurez dans le replay les coordonnées, les mails et les téléphones de vos UDI-UTI, enfin des UDI-UTI concernés, et le nom des références. Si vous souhaitez les contacter, il ne faut pas hésiter.
Donc, en introduction très rapide, encore une fois, hein, sur cette problématique du maintien dans l'emploi et des personnes handicapées dans le monde de l'emploi, il faut savoir juste un petit rappel par rapport à le dernier webinaire, c'est qu'on a aujourd'hui en France, parmi les travailleurs handicapés, dont 80% deviennent handicapés au cours de leur vie, hein, tout le monde n'est pas handicapé de naissance. On a 17% de ces personnes-là qui ont subi un handicap au cours de leur carrière à cause d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle qu'ils ont malheureusement subi au travail. Donc, en trois chiffres. En 2018, on a également, il faut savoir qu'on a plus de 11 000, on est même à 11 500 maintenant, personnes qui ont été licenciées en Auvergne-Rhône-Alpes suite à ces problèmes d'inaptitude. Et parmi ces 11 500, la moitié n'ont pas retrouvé un emploi durable dans l'année qui suit. Vous voyez qu'on a énormément de défis à relever. On a un taux de chômage qui est le plus du double chez les personnes en situation de handicap. Un taux qui monte à 22%. Hein. Vous trouvez tous ces chiffres sur un site internet qui s'appelle Handiplace. Je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse, handiplace.org. Et dedans, vous avez sur ce site internet qui est géré par l'AGFIP et par la région, enfin, vous avez l'ensemble des chiffres dont je viens vous parler, plus beaucoup d'autres. Hein. C'est une plateforme interactive que vous pouvez aller consulter sur Internet. Alors, parallèlement à ces chiffres, et je ne vais pas vous saouler plus longtemps, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est un peu ce qui a été dit la dernière fois, c'est qu'on n'a que 20% des entreprises qui respectent leurs 6% d'obligation d'effectifs, leurs 6% d'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap dans leur effectif, 20%. Donc 80% ne respectent pas leurs obligations. Tout ça malgré des lois, des contraintes, des sensibilisations, des aides financières, enfin tout un tas de mesures qui sont prises depuis des années. Donc vous voyez que les défis sont encore énormes et on a encore un chemin assez long à parcourir pour pouvoir améliorer la situation des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l'emploi. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait aussi ces webinaires et ces sensibilisations tout au long de l'année dans tous les territoires. Il faut savoir que, alors, parmi les acteurs, juste une petite diapo un peu complexe, vous voyez, mais c'est uniquement pour resituer notre rôle CFDT auprès de l'ensemble des acteurs. On a en région un nombre d'acteurs assez impressionnant qui travaillent quand même sur le sujet. Alors, ils ne travaillent pas que là-dessus, mais ils travaillent aussi sur le maintien dans l'emploi. Des observatoires, la CARSAT, les caisses d'assurance retraite et santé au travail, les CRATMP, enfin, les services de santé au travail, les ARACT, la Direct, voilà. Vous-même dans vos entreprises, si vous êtes élu d'une entreprise, au travers des CSE, des CSDT. Donc un nombre d'acteurs assez impressionnant qui sont tous chargés normalement d'accompagner et de travailler sur le sujet. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on est encore sur des chiffres qui sont loin d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, hein, notamment du taux de 6%. Donc, tous ces organismes ou ces structures qu'on vous montre là, vous voyez qu'on est présent au niveau de la CFDT, mais bon, on a souligné la CFDT, mais ce sont tous des organismes ou paritaires. Ce que vous voyez, le petit P en rouge, c'est paritaire, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble des organisations syndicales qui sont présentes. D'autres dans lesquels on a les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, des organismes qui sont aussi uniquement consultatifs et dans lesquels on ne siège pas, comme le comité régional de prévention des risques. Hein. Et puis, l'ensemble des acteurs de l'État et de la région, préfet, direct, l'OPBTP, enfin, un nombre d'acteurs importants avec lesquels on travaille chaque jour, chaque mois, depuis de longues années, et avec qui on essaie de construire un plan régional santé au travail, vous voyez en haut, qui décline lui-même d'un plan national santé au travail. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est qu'on travaille et on vous présente ces webinaires dans le cadre d'un plan national et régional qui vise à améliorer la santé au travail dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur territoire. Parmi les acteurs, un des gros acteurs avec qui on travaille, c'est l'AGFIP.
la GFIP et le FIPH pour le secteur public. Donc la GFIP pour le privé et le FIPH pour le public. Ces deux organismes-là sont des organismes qui sont chargés, enfin qui jusqu'à maintenant étaient chargés de collecter, maintenant la collecte va se faire par l'URSSAF, mais qui collectaient toutes les cotisations des entreprises et qui étaient chargés, qui sont encore chargés de reverser sous forme d'aide pour accompagner soit les entreprises, soit les salariés. Donc soit des aides financières, soit des aides sous forme d'accompagnement, conseil, etc. Et qui permettent d'accompagner, de faciliter les parcours dans la vie professionnelle pour les personnes en situation de handicap, de travailler sur des aménagements de postes de travail, de travailler sur la formation professionnelle, de faire de la sensibilisation comme on peut faire aujourd'hui, mais également, donc je disais, d'apporter des financements aux entreprises qui souhaitent faciliter l'insertion ou le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, je cite la GFIP parce que c'est un des principaux partenaires avec lesquels on travaille, et notamment dans des webinaires comme celui-ci, nous aide aussi à financer en partie la construction de ces webinaires. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais simplement, parmi les autres acteurs publics du territoire, j'ai cité tout à l'heure la CARSAT, vous avez également Cap Emploi, les maisons départementales des personnes handicapées, Handi BTP, les CDCPH qui sont des commissions également qui travaillent sur le handicap pour accompagner les personnes handicapées et qui notamment vont décider de la reconnaissance ou pas des personnes en situation de handicap, ce qu'on a appelé la RQTH, on en a parlé au dernier webinaire. Et la mission de tous ces acteurs Cap Emploi, CARSAT, MSA, Handi BTP, MDPH, CDAPH, ça va être là aussi d'accompagner, de former, de financer, d'orienter, d'aider, d'expertiser, enfin, voilà, de délivrer des reconnaissances. Le dernier dont je voulais parler, ensuite je vais céder la parole à Stéphane, c'est celui que vous voyez au centre de la diapo, ce sont les SSTI, les services de santé au travail interentreprises, dans lesquels on a des équipes pluridisciplinaires pilotées par un médecin du travail et qui ont en charge de créer des cellules de maintien dans l'emploi, qui est notre sujet principal d'aujourd'hui. Les cellules de maintien dans l'emploi, dont le rôle va être de contribuer au maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises et sur les bassins, de l'ensemble des salariés. Alors, en priorité, les salariés fragilisés, notamment les personnes en situation de handicap, mais pas que. Et donc, l'objectif de la CFDT, ça va être de renforcer la mise en place de ces cellules dans l'ensemble des services de santé au travail. En région, on a une quarantaine de services de santé au travail. Très peu ont mis en place leurs cellules de maintien dans l'emploi. Stéphane va nous en présenter une qui fonctionne bien. Mais notre objectif dans les mois qui viennent, et il a commencé depuis un certain temps avec la Direct et les autres acteurs de la région, mais notre objectif principal, c'est de faire en sorte que tous les services de santé au travail mettent en place leurs cellules de maintien dans l'emploi pour pouvoir accompagner au mieux les personnes dans le maintien, dans la réinsertion professionnelle, dans le maintien dans l'emploi, et éviter ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle, ce qui revient à perdre son emploi en fait, et du coup l'exclusion, on sait que ça provoque que vous perdez votre emploi, vous restez plus de 6 mois sans emploi, ça devient difficile d'être réinséré et vous tombez vite dans un problème d'exclusion. Voilà pour ma petite introduction. S'il y a des interventions, n'hésitez pas, des questions, des précisions. Sinon, je vais laisser la parole à Stéphane qui va nous présenter la cellule de maintien dans l'emploi dans ses détails et notamment celle de son service. Alors, merci Rémi. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis adjoint administratif dans un EHPAD privé lucratif dans le Puy-de-Dôme. Je suis secrétaire d'un CSE, donc sur un temps de détachement, on va dire, de ce mandat-là. J'ai aussi un mandat auprès de l'UTI pour être administrateur et à la commission de contrôle du service santé au travail du Puy-de-Dôme, que j'ai depuis 2016. J'ai eu la chance en fait d'être dans un service de santé au travail interprofessionnel qui fonctionne et où les gens, où les acteurs sont actifs et beaucoup représentés dans les organismes que vous a présenté Rémi, comme le CROC ou comme le COCT à Paris ou dans les instances paritaires. Et en fait, depuis la réforme de la médecine du travail, qui a donné lieu à la pluridisciplinarité au sein des services et l'obligation de mettre en place une équipe, médecins, les IDES, les ATST, etc.
ils ont eu cette volonté depuis le départ de créer plusieurs cellules. Ils ont des cellules CMR, ils ont des cellules, d'autres cellules, mais ils ont surtout voulu mettre en place une cellule suite. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, ça a été fait grâce aux acteurs internes mandatés de la CFDT, qui étaient à la commission de contrôle ou qui étaient administrateurs. Suite aux études des médecins du travail annuelles, on se rendait compte qu'il y avait effectivement beaucoup trop d'inaptitudes. Et sur ces inaptitudes, il y avait trop de discussions, trop de débats, et rien qui avait été fait. Donc l'idée, c'était de commencer à mettre en place quelque chose qui pouvait améliorer et diminuer ce nombre d'inaptitudes. Ça, c'était le vœu pieux. Sachant que le service santé du Puy-de-Dôme s'appelle l'AIST, donc l'Association interprofessionnelle santé au travail, la prévention active. Donc, en fait, ils avaient fait vœu d'être dans la prévention en amont des problématiques, pour essayer effectivement d'être le vrai acteur du plan régional santé au travail. Donc le rôle du médecin du travail, normalement à la base, c'est d'être dans la prévention des risques dans l'entreprise, d'être en capacité de trouver des actions et de mener et d'adapter les postes, les techniques, les rythmes de travail et de surveiller à réduire les risques professionnels et la pénibilité au travail, de conseiller l'employeur et le salarié. Donc effectivement, tout ça, ça doit être dynamisé. Et en fait, le médecin du travail tout seul ne peut pas forcément s'en sortir. Donc il y a une cellule d'ergonome qui a été mise en place, il y a une cellule de maintien dans l'emploi qui s'est créée. Alors, cette cellule de maintien dans l'emploi, elle est créée pour qui? Elle est créée d'abord pour les adhérents. Donc dans le Puy-de-Dôme, on a 15 000 adhérents, 15 000 entreprises, donc 80% ce sont des petites et moyennes entreprises ou très petites entreprises. Donc là, moi, je vais parler surtout des entreprises de moins de 50 ou de moins de 100 où effectivement, il n'y a pas de responsable dans l'entreprise, que je parlais de Michelin ou d'autres structures où effectivement, il y a des responsables travailleurs avec le handicap ou des missions qui sont internes ou des médecins internes. Là, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on peut faire pour l'adhérent qui est confronté à une pénibilité, une charge de travail et un salarié qui est en arrêt de travail, un salarié qu'on peut peut-être plus maintenir dans son activité à cause de ses faiblesses de santé. Du coup, pour qui? Mais aussi pour les salariés, donc les salariés du privé, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, tout professionnel finalement qui nécessite, après avoir observé des problématiques, un accompagnement. Alors comment? Du coup, l'idée, c'était que l'entreprise, le salarié ou le médecin du travail, ou effectivement les acteurs qu'on peut être nous à sensibiliser le salarié à faire ces démarches, d'aller voir le médecin du travail et d'être mis en contact avec une cellule spécifique composée de personnes compétentes pour mettre en marche un dispositif en amont de l'inaptitude, en amont de la désinsertion, des possibilités de maintien dans un emploi ou dans son emploi. Alors, quand est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si tu peux passer à la diapo suivante, Rémi. Voilà, en fait, c'était quand on se rend compte qu'il y a une difficulté rencontrée sur un poste de travail, alors c'est parce qu'on a eu des arrêts successifs, parce qu'il y a peut-être eu une demande de reconnaissance en maladie professionnelle par le salarié, parce qu'on se rend compte qu'il y a un arrêt long, tous les arrêts de plus de 6 mois doivent commencer à être suspects. Et normalement, l'employeur ou normalement nous, les représentants du personnel, on pourrait s'interroger et puis contacter la personne pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider dans ces démarches. Je donnerai des exemples en fait que j'ai pu rencontrer ou qui ont pu être évoqués lors de séminaires avec l'AIST sur des cas particuliers où effectivement l'intérêt c'est de commencer au 6e mois ou au 3e mois d'arrêt maladie, de commencer à construire un projet et de comprendre la situation. Il faut que les 3 acteurs, que sont le salarié, l'entreprise et le médecin du travail, puissent travailler de concert et trouver des solutions. Alors les solutions, ça peut être simplement aménager le poste de travail, changer la personne de son poste de travail. Enfin, elles sont multiples. Dans certains cas, ça doit débuter en tout cas avec cette relation-là. Donc l'objectif de cette cellule de maintien dans l'emploi, c'est effectivement d'être sur la prévention primaire,
réduire les risques professionnels en entreprise, éviter la désinsertion professionnelle. On parle de prévention de désinsertion professionnelle, le fameux PDP, qui va peut-être d'ailleurs remplacer la cellule de maintien en termes d'accompagnement. Trouver effectivement les salariés qui sont isolés et éviter qu'ils le soient dans le futur. Parce qu'effectivement, quand on a un arrêt maladie, qu'on n'a plus de contact avec l'employeur parce que ça ne va pas et qu'on est tout seul, on n'arrivera pas à se réinsérer effectivement dans l'entreprise sans qu'on soit accompagné. Alors, je ne sais pas si tu peux passer à la diapo suivante. Donc ça, c'était les rôles, mission, objectifs. La diapo suivante. Sa composition. Alors, la CME, la cellule de maintien dans l'emploi de l'AIST, la prévention active 63, celle donc du Puy-de-Dôme, elle est composée d'une secrétaire qui a 0,4 TP, une coordinatrice qui est une ancienne salariée de Cap Emploi qui connaît vraiment les rouages et qui fonctionne bien, qui était psychologue de métier. Donc là, elle est à temps plein. Une assistante sociale qui a 0,5 ETP. D'un ergonome. Alors nous, à l'AIST, on a 5 ergonomes, mais il y en a un qui va être détaché sur des missions en lien avec des expertises à faire en entreprise pour commencer à faire l'étude de poste et améliorer les conditions de travail pour faire de la prévention et un retour à l'emploi, si possible. Elle est aussi composée de l'ATST. Alors les ATST, je ne sais pas si ça vous parle. Les ATST, ce sont en fait des assistants techniques de santé au travail. Ils sont là pour repérer les risques professionnels et les contraintes liées aux différents postes de travail. Ils sont là normalement pour aider le médecin du travail à élaborer et mettre à jour la fiche d'entreprise, ou alors les fiches et mesurer les risques d'évaluation en fonction des risques professionnels, identifier tous les risques possibles de l'entreprise en lien avec le DURP, mais bon, ça c'est du ressort de l'entreprise. Alors, il y a des petites entreprises qui n'ont pas les capacités de le mettre en place, donc ils demandent conseil auprès de formation ou d'ateliers auprès de l'AIST ou même l'ATST. Cette personne, cette assistante technique peut venir dans l'entreprise pour élaborer la fiche et commencer à voir quels sont les postes problématiques. Donc ça, c'est une équipe pluridisciplinaire qui effectivement doit être mise en place et bien sûr, au cœur et au centre de cette composition, il y a le médecin du travail, parce que tout doit se faire avec le médecin du travail en coordination. Alors, il y a aussi le médecin conseil qui peut intervenir suite à, je ne sais pas s'il y a une demande de mise en place de maladies professionnelles, que l'ACPM a étudié le dossier, qu'elle a des doutes. Si elle vient dans l'entreprise pour examiner le poste de travail et certifier les problématiques, elle peut aussi être un acteur la CPAM, par l'intermédiaire du médecin conseil, sur ces dispositifs. Je ne sais pas si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, après, en fait, la CME, elle va mettre en relation le salarié avec les différentes structures régionales ou nationales qui peuvent l'aider. Alors, ça peut aller sur des démarches de reconnaissance de travailleurs avec un handicap, en le mettant en lien avec l'ANDPH, en déposant un dossier que le médecin du travail ou le médecin traitant pourra commencer à remplir. Donc après, il y a l'assurance maladie. Cap Emploi. Cap Emploi, pourquoi? Parce que Cap Emploi va faire le relais avec l'entreprise pour mettre en place des dispositifs d'aide ou de maintien dans l'entreprise au travers la GFIP qui va subventionner ou aider. Ça peut être l'OPCO aussi, ce sont des organismes privés qui permettent de la formation, donc l'accompagnement par la formation. Et après, bon, si on est dans une impossibilité de maintien dans l'emploi ou d'une problématique d'inaptitude avérée et la personne va vraiment quitter son poste, à ce moment-là, il y a Pôle emploi ou la mission locale qui peuvent intervenir en amont. Et d'ailleurs, la CPM travaille sur le sujet pour anticiper toutes les formations possibles pendant l'arrêt maladie pour qu'au sortir de l'inaptitude, la personne puisse retrouver un emploi. Donc, les différents services de santé au travail ont formalisé leur investissement au sein d'un partenariat dont l'objectif est de favoriser au maximum le maintien des travailleurs dans son emploi, mais surtout en emploi, en facilitant et simplifiant les démarches par une coordination
et une meilleure lisibilité des dispositifs existants. Parce qu'effectivement, quand on est tout seul et qu'on se retrouve dans ces situations, le schéma est quand même très complexe et les acteurs sont tellement nombreux que ça peut effectivement être un frein. Moi, je voulais témoigner du fonctionnement de la CME du Puy-de-Dôme par rapport à quelques chiffres, et après je ferai des cas concrets. Si vous voulez, sur les 155 000 ou 160 000, si je ne prends pas les intérimaires, salariés du Puy-de-Dôme, vous avez 1400 inaptitudes par an. Elles ont diminué un petit peu. Voilà. Après, la cellule, elle reste modeste. La cellule, entre 2018 et 2019, elle a étudié 230 demandes en moyenne. Sur ces 230 demandes, elle a pu finaliser et ouvrir 180 dossiers, entre 150 et 180 dossiers. Sur ces dossiers, il y a eu un accompagnement de fait, des conseils, de l'information. Donc moi, en tant qu'administrateur, on a un compte-rendu en fin d'année des missions qui ont été faites et on a des statistiques intéressantes où effectivement, on peut dire que sur ces 150 cas qui ont étudié, il y a un véritable accompagnement qui a été proposé, qui a été trouvé pour le salarié. Alors, sur les cas concrets, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est qu'on a fait des séminaires. Alors, c'était en 2019, on a fait un séminaire où il y a eu trois exemples qui ont été exposés, dont un militant CFDT qui était en arrêt de travail depuis plus de 2 ans. Il travaillait dans l'agro-pharmaceutique. Il était chargé de soulever les sacs de poudre de médicaments qu'il devait mettre dans une rotative qui allait donc compresser les médicaments. Il a 45 ans, plus d'eau, une sciatique récurrente. Et au fil des années, en fait, il ne pouvait plus faire son travail. Alors là, c'était une façon innovante pour l'employeur de montrer qu'elle pouvait aussi être dans le maintien dans l'emploi, parce que forcément, ce n'est pas toujours eux qui sont les champions pour ça. L'ARH en question avait mis le doigt sur le fait que son remplaçant, en fait, lui aussi avait mal au dos. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un problème. Donc déjà, est-ce que le poste de travail était adapté pour cette personne? Et est-ce que ce n'était pas effectivement l'entreprise qui n'avait pas mis en disponibilité les moyens nécessaires pour pouvoir faire un travail sans se faire mal, pour préserver sa santé? Donc, en demandant, l'entreprise a demandé à la cellule de maintien dans l'emploi de faire venir un ergonome qui a étudié le poste. Ils ont fait une fiche de poste et ils ont constaté qu'effectivement, principalement, les troubles musculo-squelettiques qui pouvaient en ressortir, c'était des sciatiques ou des problèmes de lombalgie ou des problèmes de dos et qu'il était évident qu'il fallait réadapter le poste. Donc, première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont réadapté ce poste de travail. Pour la personne dont je vous parle, le militant CFDT qui est en arrêt de maladie depuis plus de 2 ans, ils ont discuté avec lui pendant son arrêt maladie d'une possibilité de nouveaux postes dans l'entreprise pour savoir si ça l'intéressait et de lui créer un poste de référent qualité. En fait, les comprimés étaient d'un certain calibre, il fallait les vérifier. Ils ont mis en place un nouveau poste de travail pour le maintenir dans son emploi sur une activité complètement autre que celle qu'il avait avant. Alors ça, c'est très rare, parce qu'effectivement, il faut avoir les moyens, c'est une grosse structure, il faut avoir les moyens de mettre en place ça. Donc ça, c'est l'exemple idéal, on va dire. L'entreprise a utilisé la CME pour coordonner au travers d'un ergonome, bien sûr, qui n'était pas facturé, parce qu'effectivement, le travail d'un ergonome, ça coûte de l'argent. La CME de l'AIST, du service santé au travail, permet ce dispositif gratuitement, puisqu'ils sont adhérents, ils ont payé une cotisation, et c'est inclus dans la cotisation. Bon, ça, c'est l'exemple rêvé. Si je vous parle d'un autre exemple, moi, je travaille dans le sanitaire, dans le médico-social, médico-social, aide-soignante, ASH. Ce sont un secteur d'activité qui, en termes d'accidentologie, est au-dessus du BTP, en termes d'accident de travail. Donc, pareil, il y a une réflexion qui est faite avec les CARSAT, avec
À l'époque, c'était le CHSCT, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire de la prévention dans l'entreprise. Hein. C'est une entreprise entre 50 et 100 salariés. Et on se rend compte que une personne dans l'entreprise est régulièrement en arrêt maladie, un AT, un arrêt maladie, voilà. Elle-même se rend compte que c'est dû à son poste de travail et elle-même souhaite être accompagnée pour avoir une reconnaissance sur la maladie professionnelle. Le dossier est construit, le dossier est accompagné par les militants de l'entreprise, elle va voir son médecin, elle va voir le médecin conseil se déplace, il y a un document qui est fait sur la maladie professionnelle. Donc, les prochains arrêts pour elle, c'est la maladie pro. Mais on reste toujours sur, tous les 6 mois ou tous les ans, une fragilité, des troubles musculo-squelettiques et finalement, peut-être une charge de travail qui ne correspond plus à ses capacités ou alors un poste inadapté. Donc là, le médecin du travail n'intervient toujours pas forcément dans l'entreprise et se pose la question de l'inaptitude pour elle. L'employeur, lui, propose comme solution qu'elle constitue un dossier RQTH, puisque l'entreprise est sous les 6%, ne remplit pas les obligations, et que potentiellement, cette personne pourrait les remplir, et ça permettrait à l'entreprise d'avoir des moyens, peut-être les moyens d'adapter son poste ou de revoir et lui proposer un poste différent. Donc, construction du dossier avec le médecin du travail, la MDPH, on va dire que ça va prendre 6 à 8 mois. Pendant ce temps-là, la salariée est toujours sur son poste de travail et continue à souffrir de ce poste-là. Suite à l'obtention de cette reconnaissance, effectivement, on peut faire intervenir d'autres acteurs. Grâce à cette reconnaissance, l'AGFIP, Cap Emploi et la cellule de maintien dans l'emploi va pouvoir faire une étude de poste, parce que le comble de la chose, c'est qu'effectivement, pour 15 000 adhérents, on se demande bien comment 5 ergonomes peuvent faire pour être partout à la fois. Donc 5 ergonomes, ce n'est pas suffisant. Effectivement, il faudrait avoir plus d'ergonomes pour étudier les postes de travail des entreprises. Et donc là, on a fait appel en fait à l'AGFIP qui nous a détaché une ergonome d'une société de Lyon qui est venue, qui a fait une étude de poste sur la journée et qui a proposé effectivement des aménagements, du matériel et effectivement de l'aide sur l'achat de ce matériel et sur cet aménagement. Et donc, au bout de 2 ans, avec une reconnaissance RQTH, la personne a pu être accompagnée et avoir un poste aménagé. Et ça prend beaucoup trop de temps. Et souvent, les personnes qui ont des fragilités dues à leur poste de travail et des arrêts de travail ne peuvent pas reprendre. Là, c'est un cas typique d'une personne qui s'est battue pour garder son emploi, au détriment de la volonté du médecin du travail de la mettre inapte, hein, parce qu'en fait, dans les réunions qu'on a faites, le médecin du travail, à chaque fois, c'était l'inaptitude qui était proposée. La salariée disait non, non, moi je veux continuer, je veux travailler. Bon, on a réussi à faire avancer les choses, mais ça a pris un temps fou, sachant qu'on avait quand même ce soutien d'ergonomes, de la GFIP, de Cap Emploi, de la MDPH, de la TST qui était venu faire dans l'entreprise un bilan, et le médecin du travail qui est actif. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux passer à la diapo suivante où la IST, la prévention active, avait fait une petite fiche, effectivement, où on peut voir tout le parcours qui doit être dans la prévention et effectivement repérer les situations en milieu de travail qui nécessitent l'accompagnement grâce à cette équipe pluridisciplinaire qu'on voit, le chargé de maintien dans l'emploi, le médecin, l'ergonome référent, la coordinatrice, et vous avez différentes étapes pour lesquelles il y a un accompagnement. Et cet accompagnement, ce n'est pas forcément uniquement le maintien dans l'emploi de l'établissement, ça peut être aussi déjà de travailler sur la réinsertion pour un autre métier. Alors, il y aura une inaptitude, effectivement, mais derrière, la personne, elle aura déjà commencé à faire son projet et ne sera pas sortie de l'emploi et désinsérée professionnellement. C'est aussi l'objectif. L'objectif, ce n'est pas tant de réduire les inaptitudes,
l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes puissent avoir les moyens de pouvoir garder un emploi. Alors, l'autre petit slide, si tu peux le faire passer, effectivement, normalement, s'il y a une concertation qui se fait entre la salariée, l'équipe de coordination de la CME, donc quel est le projet? Parce que si le projet, c'est qu'on veut absolument rester dans son emploi, quoi qu'il en coûte, ça ne sera peut-être pas possible. Ça ne peut pas être au détriment de sa santé. Donc, il faut trouver des solutions de reconversion professionnelle ou alors des possibilités d'insertion professionnelle dans une autre structure ou dans un autre poste. Là, en fait, notre ASH, elle pouvait aussi peut-être évoluer sur un ASH référente ou gouvernante au travers de la formation, si elle le souhaitait. Alors, il faut que ça soit son souhait, hein, c'est son projet. Voilà, après, donc avec ou même poste aménagement ou un reclassement dans son poste ou dans une autre entreprise sur un autre travail. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne qui est en difficulté pour des raisons de santé ou qui a une reconnaissance de travailleur avec un handicap et d'avoir en fait une équipe compétente qui permet aux salariés de s'adresser et d'avoir les bonnes informations. Voilà, donc ce que moi je pensais faire, c'était vous donner quelques chiffres, mais Rémi nous les a donnés tout à l'heure au niveau régional. Moi, je vous ai donné quelques chiffres au niveau du Puy-de-Dôme. Alors, ce sont des petites cellules. Hein. Vous pouvez effectivement vous dire que le travail, un énorme travail reste à faire. Ça ne touche pas forcément suffisamment de salariés. Sur 1300 inaptitudes, 180 dossiers, c'est faible, mais c'est déjà un prémisse. Et effectivement, je ne suis pas sûr que tous les services de santé de la région aient mis en place des dispositifs comme ça, un petit peu transversaux, pour avoir un réseau de conseils, un champ qui permette effectivement de savoir à qui s'adresser. Donc, bon, je pense que c'est primordial que ces services, comme il y a une adhésion qui est assez élevée pour les entreprises, aient vraiment un sens sur la prévention et l'accompagnement des salariés. Stéphane, on a une question de la part de Sylvie. Sylvie, si tu veux poser ta question. Oui, le temps que je trouve mon micro, merci. Oh, vas-y, vas-y. Oui. Ce dispositif, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est une adhésion des entreprises qui permet de mettre cette, on va dire en branle tout ce fonctionnement, d'avoir un ergothérapeute qui peut intervenir, d'avoir plusieurs personnes qui peuvent venir sur place pour regarder les choses. C'est un dispositif qui m'a l'air vraiment très intéressant et qui pourrait concerner beaucoup d'employés. Est-ce que pour la fonction publique territoriale, État, enfin, ce serait possible, envisageable, surtout hospitalière aussi, d'avoir peut-être une participation des mairies, des collectivités, peut-être de l'État, pour pouvoir justement aussi, parce que nous aussi, on est dans des dynamiques où il n'y a que le médecin du travail qui intervient, on n'a pas de liaison réelle avec la MDPH, c'est très compliqué d'avoir un suivi, et quand enfin on arrive à avoir une reconnaissance et une adaptation du poste de travail, c'est toujours le même médecin qui vient sur place pour voir les choses. Et si le médecin il part sur une optique où, ce qui arrive très souvent dans plusieurs collectivités, on a le cas sur Saint-Étienne, on a le cas sur Roche-la-Molière, on a le cas avec SEM, Saint-Étienne Métropole, où la médecine du travail, très clairement, fait des choix sur les postes qui sont à invalidité ou pas. Parce que de toute façon, on le sait qu'une personne qui est dans le ménage, une personne qui porte des charges lourdes au quotidien, forcément, avec l'âge, s'abîme et l'adaptation du poste de travail n'est pas possible. Et trouver un autre poste dans la collectivité est compliqué. Adapter un poste de travail à cette personne est compliqué. Donc, est-ce que ça serait possible de l'adapter ou de le mettre en place pour la fonction publique? Alors, du coup, en fait, deux cas de figure se présentent. Le cas de figure premier, ça sera, en fait, nous, on a l'AIST, elle a des adhérents qui sont de la fonction publique, elle a deux hôpitaux, celui d'Ambert et celui de Thiers.
où en fait, donc l'hôpital adhère, donc il y a une somme, il y a une cotisation, et ça lui donne droit effectivement à ce que l'intégralité du champ de travail de l'AIST, donc effectivement à cette cellule. Mais pour ça, il faut être adhérent, effectivement. Et encore, il faut être patient, il faut avoir le temps de pouvoir rentrer dans les dispositifs. Donc, c'est le cas. Il y a une concertation et une proposition qui peut être faite en suivant pour ces hôpitaux-là. Pour les autres, en fait, comme ils ont un médecin interne, un médecin détaché, je pense que la règle est un peu différente. Et je pense que là, c'est un autre système que je connais moins, parce que du coup, la fonction publique, ce n'est pas forcément trop mon domaine. Mais effectivement, ça doit être un peu plus complexe. Il y a une commission qui suit les travailleurs qui sont reconnus sur des inaptitudes ou sur des problématiques. Et je pense qu'il y a moins en amont. Alors, peut-être pas, hein, peut-être qu'au contraire, les personnes et les IRP, tous les comités qu'il peut y avoir ont à cœur de pouvoir anticiper et puis être des acteurs de prévention. Mais effectivement, ils pourraient effectivement, en amont, commencer à faire marcher ce réseau, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais sur la fonction publique et sur… Sur la fonction, enfin, ce que je peux dire, c'est que le résultat de ce qui se met en place dans le privé avec les services de santé au travail et les cellules de santé au travail, c'est ni plus ni moins que le résultat d'une coordination de l'ensemble des acteurs qui ont eu la volonté de faire avancer le maintien dans l'emploi au plus près des entreprises. Ce que vient de nous décrire Stéphane Lelon, c'est pas fait d'un claquement de doigts comme ça ou suite à une décision gouvernementale d'obliger la mise en place des cellules de maintien dans l'emploi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les services ne l'ont encore pas mis en place. Et on fait aussi ces webinaires pour faire en sorte que ce qui fonctionne soit mieux connu et soit que les autres services de santé au travail se l'approprient et les équipes syndicales se l'approprient pour impulser ça dans d'autres services de santé au travail. Dans le public, je dirais, il y a effectivement des systèmes aujourd'hui qui permettent d'accompagner les personnes en situation de fragilité. Ce ne sont pas les mêmes acteurs ni les mêmes financements, mais le principe est le même, c'est-à-dire que plus il y aura d'acteurs et de personnes qui pousseront pour que les choses évoluent, et mieux ça se fera, quoi. Donc, on n'est pas sur le même système d'acteurs et le même système de financement, mais on est vraiment sur le même système. Si effectivement personne ne pousse et tout le monde attend un peu que ça se mette en place, il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est la réalité, hein. Il y a beau y avoir, je disais en introduction, des réglementations, des circulaires qui sortent, des obligations légales vis-à-vis des employeurs du public comme du privé. Ce n'est pas pour ça que ça marche. Dans certaines entreprises, on se demandera pourquoi ça décolle et dans d'autres, ça ne décolle pas. Mais c'est simplement parce qu'il y a un rapport de force, sans parler de grève, hein, mais un rapport de force et de volonté qui fait que ça bouge. Et dans le public, c'est pareil. Il y a eu une démarche dans le public sur les aides à domicile il y a un an ou deux. Moi, j'avais assisté à un séminaire et ils ont montré tout un exemple d'expérimentation et de démarche qui s'était mis en place dans le public et qui dépassait largement certaines entreprises du privé, alors que voilà, on n'a pas non plus les mêmes droits, la même réglementation. Donc, encore une fois, ça serait intéressant d'ailleurs qu'on sollicite nos collègues CFDT du public pour faire un petit webinaire là-dessus aussi, hein, pourquoi pas, hein, c'est faisable, hein, et qui nous explique un peu comment ça fonctionne dans le détail et quelles sont les expérimentations ou les démarches qui ont été mises en place dans le public dans le même genre que ce que Stéphane vient de nous présenter, hein. Mais moi, je suis encore une fois persuadé que c'est au-delà de la réglementation et des obligations légales, c'est vraiment la volonté des acteurs de travailler ensemble et de faire avancer un sujet qui fera que ça bougera, quoi. Donc, voilà, les conseils que j'ai à donner aux sections syndicales du public qui assistent à ce webinaire, c'est déjà d'identifier tous les leviers, tous les acteurs qui sont à leur disposition, et puis ensuite les mettre en mouvement, hein, et de ne pas attendre que ce soit l'employeur qui le fasse, parce que malheureusement, enfin, j'ai rien contre les employeurs, mais malheureusement, ils sont souvent préoccupés par d'autres sujets que sont voilà, la gestion de leur établissement, les problèmes de contraintes qu'ils peuvent avoir à droite à gauche, et pas forcément le maintien dans l'emploi des personnes fragilisées. La solution de facilité, c'est plutôt de les laisser partir, de les pousser à la démission, voire de les licencier pour inaptitude, comme ça se fait énormément dans le privé, quoi.
Rémi, pour appuyer ce que tu viens de dire, effectivement, c'est vraiment le moteur principal, c'est vraiment la solidarité et l'action. Le souci, c'est que souvent, les petites collectivités, on est un petit peu perdus les unes. Enfin, même si on a conscience qu'il y a des collectivités plus grosses que d'autres qui, donc, du coup, ont plus de soucis et plus de personnes qui rentrent dans les processus de reconnaissance de l'invalidité, reconnaissance de l'inaptitude, même si on sait qu'elle pourrait plus agir, on est vraiment très. C'est le médecin qui va être dépendant du CDG. Et le CDG, enfin l'employeur, la collectivité territoriale, paye ce détachement de ce médecin. Et la médecine du travail, c'est vraiment humain. C'est-à-dire que la personne que tu as en face de toi, même si on est tout un groupe à vouloir se battre pour faire reconnaître l'inaptitude d'une personne, même si la personne, il lui manque une jambe, si le médecin a déterminé que non, il peut continuer à travailler avec une jambe en moins, tu peux te battre. La collectivité ne viendra pas à ton soutien pour te dire oui, effectivement, il lui manque une jambe, on va faire quelque chose. J'ai le cas de figure où vraiment, alors il manque pas une jambe à un agent, mais on est dans un cas de figure où l'agent peut plus poser son pied. On fait comment? La médecine du travail lui a abîmé le pied en le touchant, plus qu'elle n'a pu dire voilà, effectivement, je reconnais que la personne, elle a une vraie problématique. Et comme son chirurgien ne peut pas l'opérer, on est sur le chat qui se mord la queue. Voilà. Mais effectivement, il faudrait qu'on soit plus puissant pour pouvoir agir pour ces personnes. Merci. Oui, ou utiliser des leviers peut-être différents. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir comparer les expériences dans différents établissements, du public et du privé, pour voir comment les autres ont pu réussir à faire changer, évoluer un certain nombre de choses, sur quels leviers ils ont agi, comment ils ont réussi à faire bouger les lignes et bouger les attitudes de certains médecins qui, effectivement, ne tiennent pas suffisamment compte du côté humain et sont plus sur de la réglementation ou de l'application de décisions un peu arbitraires. Donc, encore une fois, je ne connais pas toutes les réglementations du public, mais je pense que certaines sections y sont parvenues, alors peut-être en utilisant des leviers différents. Je pense que ce serait intéressant de comparer un peu ce qui a pu être fait dans d'autres établissements pour voir comment ils s'en sont sortis. D'autres questions par rapport à la présentation de Stéphane ou par rapport au maintien dans l'emploi et puis aux cellules de maintien dans l'emploi? Ce qui serait intéressant, Stéphane, c'est que tu nous expliques en 2 mots comment ça a pu évoluer dans ton service de santé au travail et l'action CFDT, que la CFDT a pu mener pour que ça évolue plus rapidement que dans d'autres services. Est-ce que c'est vraiment une volonté collective des acteurs de ton territoire ou est-ce que voilà, c'est un contexte particulier? Oui, tu as raison. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie dynamique sur cette association depuis une dizaine d'années. Déjà parce que le directeur et les différents présidents et les membres du conseil d'administration sont sensibles à ce sujet, qui sont des acteurs au niveau national et impliqués au niveau national sur tous les projets, toutes les réformes, là, que ce soit le PRST, que ce soit le rapport Lecoq, qui sont vigilants. Et voilà, ils avaient anticipé la mise en place et l'utilisation finalement des cotisations des adhérents de la bonne façon dès le départ de la mise en place de la réforme avec des équipes pluridisciplinaires. Et après, ils avaient fait en sorte que les commissions paritaires que l'on a, que ce soit la commission de contrôle, où là, la CFDT est représentée depuis une dizaine d'années, où le trésorier de cette association est Gérard Sugier, c'est la CFDT. Donc, effectivement, on a du poids et on essaye dans le dialogue social avec eux, de sensibiliser aux priorités que peuvent être données les financements et l'argent. Donc, du coup, pour nous, la priorité, c'était le recrutement des médecins du travail, donc c'était la chasse, le recrutement des IDEST, donc des infirmières. Là, depuis 5 ans, il y a une cinquantaine d'infirmières qui ont été embauchées. Le recrutement des ATST ou la formation, parce qu'effectivement, les IDEST, elles ont une formation. Donc, il y avait une politique de formation des infirmières qui venaient postuler, des ATST, de faire que ça fonctionne, parce qu'on est, si vous voulez, sur une génération de médecins du travail qui ne voulaient pas forcément avoir avec eux d'autres personnes.
Ça, c'était les anciens. Maintenant, la nouvelle génération des médecins du travail, l'équipe pluridisciplinaire, pour eux, c'est génial. Ça permet de déléguer, ça permet de chacun avoir ses compétences, avoir un ergonome, une ATST, pouvoir déléguer une certaine responsabilité. Alors, l'IDEST, l'infirmier du travail, il va faire que les visites périodiques. Il ne va pas faire les visites d'inaptitude, il ne va pas faire les visites d'embauche. Et il a une véritable délégation du médecin. Et le médecin reste toujours à côté. Si dans la visite périodique, il y a un problème, à ce moment-là, le salarié, il est ramené au médecin du travail. Il y avait une forte angoisse, je pense, au niveau de la réforme, en disant que finalement, c'était parce qu'il n'y avait plus de médecin, que finalement les salariés allaient être suivis par quelqu'un d'autre, que ça ne serait plus le médecin. Donc, il y a une angoisse, et je pense qu'il y a certains services de santé, ils n'ont peut-être pas forcément eu le poids ou la possibilité de le mettre en place, mais avec du recul, ça fonctionne très bien. Moi, pour tous les salariés qui rencontrent une IDEST, une infirmière, voilà, ils en reviennent satisfaits. Quand ils ont un vrai problème en termes de pathologie ou de problèmes liés à leur santé au travail, ils peuvent, alors ça, il faut le savoir, effectivement, n'importe quel salarié à tout moment a le droit de prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Voilà, pour commencer à constituer un dossier, à s'informer, à se renseigner. L'employeur peut le faire aussi, donc effectivement un des deux. L'employeur constate que ça ne va pas, il peut demander est-ce qu'il y a une visite qui soit faite en dehors des visites périodiques et en dehors du champ réglementaire. Ça, c'est important parce que je suis en arrêt maladie. Je ne vais pas bien parce que dans mon entreprise, ça ne va pas. Je n'ai pas envie de reprendre dans ces conditions. Voilà, je suis en fin d'IGSS, ça fait des années que ça dure. Je suis tout seul. Voilà, je n'ai pas trop de contacts. Eh ben, il faut commencer déjà par ce biais-là, c'est-à-dire prendre rendez-vous sur une visite possible avant la visite de pré-reprise. C'est une visite à l'initiative du salarié. Et du coup, on rencontre le médecin du travail qui, effectivement, s'il joue le jeu, si c'est aussi un acteur moderne et un acteur qui n'est pas qui veut faire avancer les choses pour le salarié, et voilà, il va le mettre en relation avec des cellules spécifiques ou des professionnels qui pourront l'accompagner. Rappeler l'employeur aussi pour essayer de voir avec lui qu'est-ce qui peut être mis en place, se déplacer, effectivement. Mais si ça, c'est pas fait, si le salarié, pendant les années où il est en arrêt maladie, il arrive à ses 3 ans, qu'il a épuisé ses IGSS, et que là, le médecin conseil arrive en disant c'est fini, les IGSS, il y aura une consolidation, ou pas, et du coup, vous allez vers l'inaptitude. Il est trop tard. Il est trop tard parce que le salarié va être en contact avec le médecin du travail au moment où, finalement, va être prononcée une inaptitude. Et rien n'a été fait en amont pour trouver des solutions sur sa situation. Alors, peut-être que c'est ce que le salarié recherche, mais finalement, ce n'est pas forcément inéluctable. L'inaptitude, elle sera peut-être avérée, mais derrière, tout le projet qui peut être construit n'aura pas été construit, n'aura pas été commencé en tout cas. Il n'y aura pas de construction parce que attendre d'être dans un bilan de compétences à Pôle emploi après, j'ai pas 15 ans d'activité dans une structure en ayant donné sa sueur, en ayant donné son état d'esprit, en ayant donné son corps, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on voudrait tous éviter. Et le réseau, là, ce qu'on vient de découvrir, si ça peut être mis en place dans tous les services de santé sur la région, ou si on peut dynamiser, nous, en tant qu'acteurs CFDT, le fait que pourquoi ça n'a pas été mis en place. Est-ce que vous savez que, alors je crois qu'il y a le Grand Lyon, il y a Sud-Lyon qui en ont une aussi, je crois que d'autres se développent. Alors peut-être que c'est un moyen, peut-être que l'association des services de santé que vous connaissez n'ont pas utilisé les moyens financiers pour cette option-là. C'est à nous, en tant qu'élus, en tant que mandatés, d'essayer de comprendre pourquoi, d'en parler et puis de s'interroger sur l'avenir. Alors, visiblement, là, le rapport, le COC et tout le travail qui a été fait par la CFDT en termes de négociation sur la santé au travail, irait vers effectivement la priorité, c'est la prévention, ça c'est sûr, mais surtout sur la désinsertion professionnelle. Éviter aussi que les salariés se retrouvent à cause de leur situation de santé, de leurs problématiques de santé ou de leur handicap, sur le banc de touche. Ça, c'est pas possible. Surtout, si Rémi nous dit qu'il n'y a que 20% des entreprises qui respectent les 6%,
ça prouve que finalement, de mettre des majorations ou de mettre, on va dire, à la fin de l'année, un petit capital à l'entreprise à donner parce qu'elle ne respecte pas les 6%, ça ne suffit pas. Alors, moi, je sais que le territoire, hein, est très dynamique. Hein, il y a beaucoup d'acteurs, hein, qui favorisent le maintien par la formation de l'activité ou la reconversion. Souvent, quand les personnes ont une reconnaissance et ils s'adressent aux bons acteurs Cap Emploi et la GFIP, ils peuvent être mis en relation avec des organismes de formation qui sont aussi financés pour la reconversion professionnelle. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être désinséré, sorti de l'entreprise pour commencer à faire les démarches. Moi, j'ai vécu ça, hein, Pôle emploi, le RMI, ça s'appelait à l'époque. C'était pas RMI, c'était le RMI. Et voilà, moi, je ne veux pas le revivre personnellement. Et je ne le souhaite pas forcément aux salariés qui ont travaillé 15-20 ans dans une entreprise. La somme qui est versée à la fin sur une maladie pro ne suffira pas à aller jusqu'à la retraite. Et on ne doit pas sortir d'une activité professionnelle abîmée et en incapacité. Ça, normalement, alors c'est vraiment le vœu de notre conseil d'administration. Hein, je pense que c'est des anciens chefs d'entreprise qui ont été confrontés à des problématiques de CMR, des problématiques de risques salariés graves, et je pense qu'ils ont dû avoir affaire à du pénal. Et derrière, je pense qu'ils sont reconvertis sur une vraie volonté de prévention, qui connaissent un petit peu. Alors pourquoi, voilà, nous, ça fonctionne peut-être un peu plus parce qu'ils sont en relation avec, le directeur est en relation avec le président des directeurs de l'association des directeurs de services santé au travail, que notre président est responsable des organisations paritaires. Donc, voilà la raison. Et je pense que la réforme du service santé au travail et au travers la réforme santé-travail, c'est qu'il faut effectivement que les présidents et les conseils d'administration, que les commissions de contrôle et que les acteurs de ces services remplissent pleinement leur mission de prévention et leur mission de suivi des salariés, en fait. Le but, c'est de suivre les salariés et de permettre aux entreprises, aux adhérents, de protéger et de prévenir les risques professionnels. Est-ce que ça, c'est fait partout? C'est la question. C'est une bonne question, effectivement, mais on va conclure là-dessus d'ailleurs. Hein. C'est certainement la question qu'il faut que l'ensemble des mandatés qui siègent dans les conseils d'administration et commissions de contrôle puissent poser à leur propre service de santé au travail. Et c'est aussi un peu le but de ce webinaire, c'est de laisser. Alors, il y a certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui, font partie de ces services de santé au travail en tant que mandatés CFDT. On aurait aimé tous vous avoir, et ils n'ont pas pu tous se connecter aujourd'hui, mais on ne désespère pas de les voir dans les autres webinaires. Mais la question, elle est centrale, elle est là aussi. Hein. C'est comment nous, au niveau de la CFDT, en tant que mandaté, on arrive et en travaillant avec les autres, hein, parce que je sais que dans certains services, d'autres organisations syndicales ont la même démarche que nous pour essayer de mobiliser leurs services de santé au travail sur un meilleur accompagnement des salariés dans les entreprises. Donc, c'est comment on pose les bonnes questions et comment on arrive à faire bouger les lignes pour que chaque service de santé au travail s'implique enfin dans une démarche de renforcement de leurs cellules, ou de création déjà, et puis ensuite de renforcement de leurs cellules de maintien dans l'emploi, en sachant que ça fait partie des préconisations données au niveau de la région par l'ensemble des acteurs. Hein. On participe, Stéphane en a parlé, et on en a parlé au dernier webinaire, puis on en reparlera. Hein. On est tous impliqués au niveau des organisations syndicales dans une cellule, un comité régional qu'on appelle CROCT aujourd'hui, qui travaille sur les conditions de travail. Et on bosse avec les représentants des services de santé au travail, on bosse avec les représentants des employeurs, et on essaie de faire bouger les lignes à notre niveau. Mais voilà, nous, on fait des préconisations, on crée des modules de sensibilisation comme celui d'aujourd'hui. Chacun agit un peu de son côté, l'UDP, la CPME, le MEDEF, un peu moins, mais ils agissent aussi un peu. Donc, on essaie de faire bouger les lignes de notre côté. Et puis après, sur le terrain, c'est vraiment vous, enfin, les mandatés et les élus, hein, qui pouvaient s'appuyer sur ces préconisations pour réveiller un peu les oreilles endormies de certains membres de conseils d'administration et faire en sorte qu'ils se bougent aussi de leur côté pour créer leurs cellules et les renforcer et mettre les moyens qu'il faut pour travailler sur le maintien de l'emploi. Nicolas a raison. Effectivement, il faut qu'on rappelle aussi que les élus, hein, au niveau des CSE, il y a soit un SSCT, soit une commission de SSCT qui permet de travailler et de s'approprier ces sujets.
voilà, il est indispensable effectivement que sur le terrain, déjà avec l'employeur, les discussions puissent être abordées par rapport à la pénibilité, par rapport au maintien dans l'emploi, par rapport à la santé et la prévention des risques professionnels. C'est effectivement là-dessus aussi que l'employeur pourra se dire finalement, je cotise à un service de santé, mais ils ne me rendent pas. Ils ne me rendent pas du tout ce dont je devrais bénéficier. Donc là aussi, sensibiliser au travers de ça en disant sinon vous contactez la GFI puis vous mettra à disposition un ergonome, ou sinon on travaille sur l'étude de poste avec la TST. Ah oui, mais mon service de santé n'en a pas. C'est là où on peut effectivement se réveiller, nous en tant qu'élus, en tant que représentants du personnel, pour les personnes qui sont en train d'avoir une reconnaissance travail handicapé ou qui sont dans des problématiques de santé au travail. Tout à fait, oui. Et puis, je rajouterais, alors au niveau régional, on n'est pas que dans des préconisations, hein, dans les commissions paritaires dans lesquelles on siège avec la directe, sont aussi chargées pour le moment, je dis bien pour le moment parce que j'espère que ça durera, mais sont aussi chargées de donner un avis et travailler avec la directe sur les agréments donnés aux services de santé au travail. Vous savez que chaque service de santé au travail fonctionne grâce à un agrément aussi qui est donné par la directe. Et cet agrément, ça nous sert aussi de levier pour faire en sorte que les services de santé au travail respectent ces préconisations-là et mettent en place toutes les mesures et tous les moyens nécessaires au maintien dans l'emploi, à la prévention primaire, à la sensibilisation dans les entreprises, etc. Et ne fassent pas que de la visite médicale, parce que c'est souvent perçu comme ça. Hein. Un employeur cotise, donc lui, il a droit à tant de visites médicales par an. S'il n'a pas ces visites, il menace d'arrêter ses cotisations et du coup, il met tout le monde en danger, le salarié en première. Donc, les services de santé au travail, ce ne sont pas que des visites médicales. Tout ce que vient d'expliquer Stéphane, ça en fait partie aussi. Et les agréments reposent aussi, l'obtention de l'agrément repose aussi sur le respect de toutes ces mesures, ces accompagnements, ces processus qui sont mis en place, qui devraient être mis en place dans tous les services de santé au travail. Donc, ça aussi, c'est un levier que vous pouvez utiliser, hein, et vous mettre en relation avec nous si jamais ça dysfonctionne. C'est d'ailleurs ce que font certains d'entre vous aujourd'hui. Hein, ils nous alertent sur des dysfonctionnements dans leurs services qu'on fait remonter au niveau régional, qui remontent même au niveau national. Et puis, ça porte ses fruits. Je terminerai simplement pour dire qu'au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, on n'est pas trop mal situé par rapport à d'autres régions. Faut encore, puisqu'on est une des premières régions où les cellules de maintien dans l'emploi, telles que vient de nous la décrire Stéphane, sont mis en place et prouvent leur efficacité. Et on est regardé par l'ensemble des régions du fait que justement, on a réussi, enfin, vous avez réussi à mettre en place un certain nombre de cellules qui fonctionnent. Et c'est montré en exemple dans beaucoup d'autres régions. Donc, il faut continuer à œuvrer dans ce sens pour qu'il y ait d'autres services de santé au travail qui fassent le même travail et qu'on puisse enfin reconnaître au niveau national l'importance des services de santé au travail en termes de prévention et de maintien dans l'emploi. Voilà, et ça fait partie d'ailleurs des discussions, Stéphane en a parlé, hein, des discussions qui ont eu lieu au niveau national sur la réforme de la santé au travail. Est-ce que, alors, on ne veut pas être beaucoup plus long puisqu'on avait prévu une fin vers 15 heures. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui vient vous être dit, d'autres interventions, d'autres, je ne vois pas de main se lever, pas de micro qui s'ouvre. Je terminerai simplement pour vous, alors je vais essayer de repartager mon écran si j'y arrive sur la dernière diapo. Hop. Si j'arrive à partager, parce que ce n'est pas la première, hop, le premier coup j'avais réussi, mais ce n'est pas dit que j'arrive. Alors, partager l'écran, voilà, j'ai trouvé. Donc, simplement pour vous dire, voilà, ça doit être bon. Pour vous dire que ce webinaire, donc je le disais en introduction, il fait partie d'une série d'autres webinaires. Hein. On avait commencé par la RQTH et le maintien dans l'emploi. On a fait aujourd'hui la présentation de la cellule de maintien dans l'emploi avec un peu plus de détails, dans le détail. Le prochain devrait avoir lieu le 22 janvier sur les accidents du travail. Et c'est Frédéric Silberman qui va s'y coller, cette fois un autre référent santé au travail, hein, qui fait partie du réseau et qui est de la Loire-Haute-Loire. Avec, j'espère, un côté technique qui marchera un peu mieux qu'aujourd'hui. Je suis désolé, hein, on s'est un peu planté sur l'animation, mais bon, c'est pas dramatique, on a pu mener notre webinaire jusqu'au bout. Donc voilà, on a toute une série de webinaires sur la santé au travail ou le handicap qui vont vous être proposés au cours de l'année 2021.
on vous invite à y participer, à y contribuer. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'y participer en temps réel, de regarder les replays. Et puis surtout, si vous connaissez dans votre réseau des personnes qui seraient intéressées pour y participer, de faire passer les liens qu'on peut vous envoyer. Puisqu'aujourd'hui, on essaie d'envoyer tous ces liens aux UD, UTI, aux syndicats, aux mandatés des services de santé au travail, aux mandatés dans les CTR de la CARSAT, un maximum de militants qui pourraient être intéressés. En espérant que ça arrive jusqu'à vous lorsqu'on procède à ces envois-là, en passant par les UD et les syndicats. Mais bon, voilà, je sais qu'il y a souvent un certain nombre de filtres. Donc, si de votre côté, vous pouvez faire passer l'information, ça pourrait permettre à d'autres de participer au prochain webinaire. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie les personnes qui ont contribué à cette animation aujourd'hui. Je vous remercie tous et toutes d'y avoir participé, d'y avoir assisté. Et puis, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour ceux qui souhaiteront participer au prochain. Ce webinaire a été enregistré normalement, je croise les doigts, donc on doit pouvoir vous le reproposer. Un certain nombre de liens vont vous être envoyés pour ceux qui s'étaient inscrits, qui ont participé avec des documentations que vous allez pouvoir récupérer. Je vous invite à aller voir le site Handiplace, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un site qui vient d'être reconstruit et relooké avec une plateforme interactive dans laquelle vous trouvez tout un tas de chiffres d'informations intéressantes. Et puis, je vous invite à vous connecter sur le site de la GFIP, sur celui de la CARSAT et sur celui de Présence qui travaille avec les services de santé au travail. Tous des sites dans lesquels vous allez trouver un maximum d'informations si vous souhaitez travailler sur le sujet avec vos sections et votre référent territorial.